Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Alors Pouyanné, arrête de te gaver. C'est un salopard. Vraiment, je sais pas d'autre terme. Nous sommes dans une guerre hybride. Il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. La chanson immortelle des Beatles, mais oui, vous la connaissez tous et toutes, auditeurs résistants de Sud Radio. Will you still need me when I'm 64? Et oui, est-ce que vous aurez encore besoin de moi? Est-ce que vous m'aimerez encore quand j'aurai 64 ans? Et 64 ans, Elisabeth Borne l'a dit, c'est l'âge légal. Ça va être ça, un recul de l'âge légal du départ de 62 à 64 ans. Alors pourquoi? Quels enjeux? On va peut-être en parler avec vous, esquisser quelques pistes. Et puis, en seconde partie d'émission, vous nous appellerez au 0826 300 300 et vous direz ce que vous en pensez de la retraite. Ce que j'adore, moi, c'est quand un syndicat demande à des petits de 6 ans, notamment le syndicat CGT des Hautes-Alpes, de venir manifester contre les retraites. C'est vrai que je trouve que les bébés devraient sortir des berceaux et manifester pour défendre leur retraite. Après tout, il n'y a pas d'âge pour manifester. Enfin, on va parler évidemment de cela, on va parler aussi de Sandrine Rousseau, qui a une formidable idée, formidable. Vous savez, l'idée de Sandrine Rousseau, eh ben, on remet ça au 22e siècle. On parle plus de ça. On attend 100 ans, on réfléchit. Mais Sandrine, on sera plus là, ni vous ni moi. Ça fait rien, on s'en fout. Dans 100 ans, on parlera des retraites. Et puis, on va parler évidemment du sexe, du genre, avec un sondage IFOP tout à fait remarquable. Je ne sais pas s'il est révélateur, mais en tout cas, il vaut son pesant de cacahuètes. Et puis, toujours le Canada avec la cancel culture et le woke, c'est quelque chose. Et puis, quand même, bravo à Djokovic. Djokovic, oui, vous voyez, Novak Djokovic. Eh ben, il a gagné l'Open d'Australie. Il a gagné 22 tournois du Grand Chelem, autant que Rafael Nadal. Il se hisse au premier rang de toute l'histoire du tennis, en tout cas des tennismen du monde entier. Mais je comprends pas. Dites-moi, il n'était pas vacciné, Novak Djokovic? Il n'est pas à l'article de la mort? Ah bon, bah bonjour. Je pense. Et puis en seconde partie d'émission, nous parlons avec Jacques Beau où en est effectivement l'Ukraine. On a des invectives des deux côtés, les généraux de plateau et les philosophes de plateau se battent plus que jamais. Peut-être qu'on va regarder la situation sur le terrain. On avait déjà reçu Régis Le Sommier, on avait reçu d'autres personnes aussi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On en parle de tout cela tout de suite avec vous. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Est-ce que tu m'aimeras encore? Est-ce que tu me nourriras encore quand j'aurai 64 ans? Et c'est la question qui est posée, avec cet allongement de 62 à 64 ans. Ouais, when you are 64, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer... Allez, non, ça va barder, on le sait, ça va barder très, 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 très fortement. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Alors, rapidement, vous le savez, on en a parlé du matin au soir, du soir au matin, à Sud Radio, dans tous les médias. Je rappelle quand même les 8 points à retenir concernant le projet de réforme des retraites, 8 points à retenir. Recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Will you still feel me when I'm 64? Allongement de la durée de cotisation à 43 ans. Création d'une retraite minimum à 85% du SMIC, 1200 € brut. Attention, pas net, brut. Nouveau dispositif sur la carrière longue, départ plus tôt. Meilleure prise en compte de la pénibilité vers une suppression de certains régimes spéciaux. Certains régimes spéciaux, d'autres sont encore là. On ne va pas tout bouleverser comme ça. On n'est pas le pays de la Révolution, on sait en France. Vers une suppression de certains régimes spéciaux, donc on l'a dit, création d'un index des seniors avec sanctions en cas de non-respect. Eh oui, vous n'allez pas fiche tous vos employés à la porte, les PDG, alors qu'ils ont 55 ans. Et il y en a vraiment qui peuvent travailler et on y arrive. L'âge d'annulation de la décote, eh bien, restera à 67 ans. Voilà.
Et alors, évidemment, réaction des syndicats, réaction pas seulement des syndicats, mais de beaucoup de gens. De beaucoup de gens parce que, en fait, ce n'est pas seulement, et ça va beaucoup plus loin que la réforme des retraites, le projet de loi. Ça va qu'il y a un ras-le-bol, parce que ça fait quand même 6 ans que le même gouvernement, le même président est au pouvoir, pratiquement. Et ben voilà, alors ils disent, mais il y a beaucoup de choses, et il y a un malentendu, il y a une fracture, il y a une archipélisation, tous les sociologues de la planète France en parlent, mais voilà, donc... ras-le-bol, mais est-ce que ça durera qu'un jour, 2 jours, 3 jours, et puis ça rentrera dans l'ordre, et puis il faut faire les réformes, c'est vrai. Alors, dans le train, dans les transports, dans les aéroports, dans les mairies, dans l'énergie, à l'école, dans les stations de ski, oui, attention à ceux qui seront en haut, ne montez pas la pente tout de suite, sinon il faudra la remonter, de la descendre, je ne sais pas comment. Donc, voilà. Il va se passer ça, et puis alors, il y a des gens qui sont pas d'accord, et Gérald Darmanin, il dégaine, et il dit, voilà, ça ne va pas, dit Gérald Darmanin, écoutez. Il faut les distinguer ceux qui aiment le travail, avec ceux qui n'aiment pas le travail. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, mais tout le monde le constate, chez la NUPES et singulièrement à la France insoumise, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. Et moi je veux dire que c'est aussi nier les conditions des classes populaires, des ouvriers, des employés qui savent que c'est par le travail qu'on s'en sort, c'est par le travail qu'on peut devenir propriétaire de sa maison. Voilà, par le travail, il faut s'en sortir par le travail. Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, enfonce le clou dans le Parisien samedi. Plus les jours passent, dit-il, plus les électeurs de gauche voient que c'est une arnaque. La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. Et oui, bordéliser le pays. Alors là, sur la bordélisation du pays, je crois qu'il n'y a pas que la NUPES qui est responsable. Je crois, je peux me tromper. Est-ce que dans la majorité, est-ce que dans la décision prise, est-ce qu'il n'y a pas eu quelques décisions, que ce soit sur le Covid ou autre chose, qui ont contribué à bordéliser le pays? Je ne sais pas. Mais, ajoute Gérald Darmanin, en tout cas, il veut la société du travail et du mérite, et il fustige la négation du travail et le droit à la paresse. C'est vrai, qu'est-ce que c'est que ces bobos gauchistes, dit-il, veulent la société sans travail, sans effort. Et, attention, il n'y en a pas que pour Mélenchon et ses amis. Madame Le Pen travaille peu et s'oppose à tout. Elle est d'accord avec tous ceux qui sont contre. Voilà. Il fustige partout, sauf, évidemment, le gouvernement, le président, qui ont tout juste, qui ont compris, qui avec courage essayent d'imposer une réforme dont on a besoin. Sinon, effectivement, avec les 3 000 milliards de dettes publiques, avec les impôts déjà très forts, comment va-t-on faire avec un actif sur un retraité? Pratiquement, on est là, on n'est pas loin de ça, avec les bijoux de famille industriels et autres qui sont partis sans laisser l'adresse, avec une France vendue à la découpe. Mais il y a ça aussi. Et qui est responsable de ça? Évidemment, pas seulement Macron et ses ministres. Ça fait quand même 30 à 40 ans que la grande braderie a lieu. Et la croissance est un peu beaucoup en baisse. Mais juste une chose, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être, au lieu de faire des âges pivots, des âges légaux, attendez, il y a des gens dont les métiers font qu'ils peuvent travailler tard et qu'ils ont envie de travailler tard. Et oui, ils existent. Et ils sont des millions qui, à 60 ans, 65 ans, 70 ans, ont toute leur tête, ont tout ce qu'il faut pour un certain nombre de tâches qu'ils peuvent très bien faire et qu'ils font très bien aussi. Et c'est drôle, ça on n'en parle pas. Quand ce sont les chefs d'État, quand c'est Monsieur Schwab ou Monsieur Soros ou Monsieur Bill Gates, et ça passe. Alors eux, il n'y a aucun problème, ils pourront travailler jusqu'à 90 ans, aucun problème. Et puis beaucoup d'autres. Mais enfin, il y a des gens aussi dans les aéroports, etc., derrière les guichets qui peuvent peut-être travailler. Alors ce qu'il faut faire, la stupidité de ça, c'est un âge pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Un agriculteur qui travaille comme une bête pour 800 € par mois et qui finit et qui a une semaine de vacances, c'est cela qu'il faudrait effectivement mettre à la retraite un peu plus tôt avec de vraies
indemnité de retraite avec une vraie retraite, comme les infirmiers, les infirmières, comme un certain nombre de gens, de couvreurs, d'artisans qui ont des travaux pénibles, pas seulement physiques, mais de stress, les vrais travaux pénibles. Et il y a des millions de Français qui, comme vous le savez, sont dans cette situation. Ceux-là, oui, qu'ils partent à 50, 55 ans, 60 ans, hein, et ça va, parce qu'on n'est plus dans la prime charbon. Il faut voir la retraite en fonction du confort, en fonction de la pénibilité, quelle qu'elle soit. Mais il ne faut pas exclure les uns et inclure les autres. C'est pas possible, cette France à deux vitesses. D'un côté, les gens qui, effectivement, ont des travaux qui ont besoin d'être très bien payés, et puis d'autres qui crèvent littéralement, physiquement et autres. Voilà. C'est cette espèce vraiment de limite comme ça n'a aucun sens, ne veut rien dire. Et peut-être que, justement, bordélisation pour bordélisation, vous pourriez commencer à prendre le temps d'expliquer, à prendre le temps d'effacer. Pourquoi pas? Je le dis comme ça, on va encore me traiter de populiste, mais ça fait rien. Pourquoi pas un référendum sur la retraite? Pourquoi on ne consulte pas le peuple en disant voilà le problème, voilà où on en est de la dette, voilà pourquoi on ne pourra plus payer les retraites à un certain moment? Eh bien, dites-le. Faites à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, une grande mise à plat de tout ça, et dites où va l'argent, et dites comment il faut le répartir, au lieu de faire ça à coup de 49.3 ou de 49.1, où on va faire 20 jours, 10 jours. Vous savez très 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 bien que le Parlement, aujourd'hui, malheureusement, ne remplit pas sa tâche. Donc, retournez vers le peuple par voie de référendum. C'est pas mal. Ça fait pratiquement 20 ans qu'on ne le fait plus, évidemment. Et évidemment, depuis le référendum où vous êtes assis sur le vote des Français, évidemment, c'est moins visible et moins aisé. Mais je vous assure, Français, encore un effort pour redevenir républicain. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Les gens qui ont des idées, évidemment. Sur qui se retourner quand on va avoir des idées claires, lucides et vraiment qui font avancer le schmilblick? Sandrine Rousseau et les écologistes, bien sûr. Mais bien sûr. D'ailleurs, Sandrine Rousseau a tout compris. Vous savez que pourquoi le travail, ça ne marche pas? Elle a compris. Le travail, ça pollue. Quel que soit le travail. Vous dites comment? C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez ce qu'elle a dit et on en a parlé déjà. Écoutez. Et il y a quelques mois, bien sûr que vous aviez fait travail réagir en disant moi je revendique le droit à la paresse. Est-ce que c'est encore ce que vous dites aujourd'hui? Mais tout à fait, parce que c'est profondément écologique et parce que c'est profondément social. Pourquoi écologique? Parce que il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Et qu'en fait, la réduction du temps de travail est une mesure écologique. Et c'est aujourd'hui que ça se joue, la question écologique. On a une urgence écologique. Voilà. 2500 études. J'aimerais les voir, c'est intéressant. Hein. Plus on travaille, plus on émet du carbone. On ne va pas revenir là-dessus, simplement parce que Sandrine Rousseau et un certain nombre de députés sont allés beaucoup plus loin. Voilà ce qu'ils disent aujourd'hui. Là, ils disent voilà, parce que la réforme de retraite, vous savez, doit entrer en vigueur si le gouvernement gagne, et il y a des chances qu'il gagne, eh bien ça doit entrer en vigueur, le nouveau calendrier, dès septembre 2023. Eh bien, Sandrine Rousseau et quelques-uns de ses amis, avec Marie-Charlotte Garin, députée du Rhône, et Sébastien Pétavy, député de Dordogne, eh bien voilà, ils disent, écoutez, ne commettons pas l'irréparable, prenons le temps. Alors, le temps combien? Oui, parce que vous savez qu'ils ont déposé plus de 7000 amendements. En tout cas, pas loin de 7000 amendements pour prendre le temps. Je ne sais pas si on leur donnera ou tout ça, voilà. C'est très simple. Il dit ceci. Puisque dans la plupart des scénarios du COR, le Conseil d'orientation des retraites, le système des retraites semble revenir à l'équilibre d'ici l'horizon 2070, le présent amendement a vocation à décaler l'entrée en vigueur de ces potentielles réformes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, prenons le temps, prenons un horizon, prenons le temps, et ils disent ceci, repoussons l'application de cette réforme, de combien? De quelques années? Non, de plusieurs décennies, voire au siècle prochain. Oui, attendez, Sandrine Rousseau, c'est-à-dire au 22e siècle, c'est ça? On repousse jusqu'à 3022? Bon, écoutez, disons, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? On a le temps, mais non, on n'est pas pressé, il n'y a aucun problème. Eh bien, écoutez, dans le pire scénario, en 1070, on sera le même déficit, donc 1,8 milliard d'euros, donc ce n'est rien. Donc, de quoi vous parlez? Il ne faut pas faire cette réforme, il faut la laisser. Attendons. Et évidemment,
Évidemment que dans un siècle et moins, ni Sandrine Rousseau, ni moi, ni vous ne seront là. Donc, écoutez, c'est très simple. Ça se fera à Pâques, à la Trinité, toujours le jeu. Refilons-nous la patate chaude. Passons la poussière sous le tapis. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est formidable. Vraiment, ça aussi, c'est une giclée, c'est une percée. Et moi, je vais vous dire, remettons toutes les réformes au 23e siècle. Voilà, au 22e siècle. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Allez, arrêtons-nous là. Et puis, écoutez, qu'importe la dette, pourvu qu'on ait l'ivresse. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Car d'après un sondage de l'IFOP Opinion, eh bien un sondage récent, écoutez-moi bien, auditeurs de Sud Radio, 48% des lycéens et 22% des Français ne se reconnaissent plus dans les catégories femmes-hommes. 48, alors c'est le sondage qui dit ça, vous savez que sondage qui dit sondage est à prendre avec précaution, les sondeurs eux-mêmes le dire, c'était photo du jour, le lendemain ça peut être une photo avariée. Mais n'empêche, 48% des lycéens et 22% des Français disent mais non, il n'y a pas de catégorie femmes-hommes, écoutez, aujourd'hui, eh bien c'est très simple, je m'appelle André Berkov et demain je m'appellerai André Berkov. Ben oui, et aujourd'hui ça va, la santé ça va, et puis demain je peux avoir un cancer de l'utérus. Et oui, et après-demain je peux tomber enceinte. Mais oui, je veux dire, il y a pas de problème, c'est intéressant. On est en 2023 et voilà, il y a plus de catégories, mais c'est vrai, ça n'existe plus, ça n'a plus lieu d'être. Malheureusement, ce n'est pas en tuant la biologie, ce n'est pas en méconnaissant la biologie, ce n'est pas en ignorant la biologie, ce n'est pas en reconstruisant une espèce d'homme, une espèce de robot implanté avec toute la chimie des opérations qu'on peut arriver à quelque chose. Très sincèrement, vous savez, quand on refuse la nature, elle a horreur du vide. Alors qu'il y ait toutes les possibilités, transgenres et compagnie, il n'y a pas de problème. Chacun choisit, mais qu'on n'oublie pas qui on est. Et avant de se mutiler, et avant de se changer, est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux sur la planète plus importants? Est-ce que ça, par exemple, est-ce que être demain homme, après-demain femme et troisième non-binaire, etc., ça va aider à la dépollution, ça, vous croyez? Ça va diminuer le carbone, la carbonisation du monde? Tout ça est grotesque, tout ça est imbécile, tout ça est fait pour diviser le monde en petites communautés, en petits groupes, en petites catégories genrées ou colonisées ou racisées, et puis comme ça chacun est content dans son petit igloo et il peut respirer en paix dans un safe space, hein, bien sûr. Je suis avec les miens, je suis avec les clones et tout va bien dans le meilleur des mondes, non, dans le pire des mondes. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Là, aujourd'hui, vous savez, les résistants de Sud Radio, aujourd'hui, c'est le cabanon au Canada. Pourquoi? Eh bien, écoutez, je vais vous donner un exemple. Il y en a beaucoup. Le plus grand théâtre du Canada, d'Ottawa, financé par les contribuables canadiens, hein, bien sûr, services publics, subventions. Voilà ce qu'il fait. Il organise un événement le 17 février, en plein mois de l'histoire des Noirs, ça c'est très bien. Mais voilà, la salle, le 17 février, donc prochain, là, dans quelques jours, quelques semaines, la salle de 897 places sera uniquement ouverte à un public exclusivement noir. Les personnes d'autres races étant invitées à assister à l'une des 8 autres présentations du 9 au 18 février. Voilà. Le théâtre prévoit également d'organiser une autre soirée Blackout le 5 mai pour une représentation de Heaven, etc., etc. Voilà. Mais pourtant, alors, on pourrait essayer de dire, attendez, oui, mais pourquoi pas? Donc, mais ils préfèrent une soirée réservée aux Noirs, une soirée réservée aux Blancs, dans leur logique. Imbécile, bien sûr. Mais voilà, une soirée réservée aux Asiatiques, une soirée réservée aux Amérindiens, etc. Ah non, pas du tout. Aucune autre ethnie ne s'est vue accorder sa propre soirée de spectacle par le Centre national des arts. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et le site web donc du Conservatoire d'Ottawa dit c'est très simple.
Si par exemple quelqu'un s'identifie comme une personne non noire et demande à entrer dans la salle, un membre de notre personnel sera présent pour discuter avec cette personne. C'est écrit en guillemets, ça veut dire le dissuader d'entrer. Alors comment? De façon manu militari ou pas? Voilà où on en est au Canada. On fait une soirée uniquement pour les Noirs et les autres ne sont pas invités. Comme si on avait fait une soirée pour les Blancs, uniquement les Blancs, et que les Noirs ou les Arabes ou les Amérindiens ne seraient pas autorisés à entrer. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de l'apartheid. Ça s'appelle que ces crétins-là, au nom de leur culpabilisation, de leur repentance et de leur imbécilité idéologique, en arrivent à faire du racisme. Parce que si ça, c'est pas du racisme, c'est quoi? Voilà où on en est au pays de Justin Trudeau. Et quand je dis Trudeau, vous m'entendez bien sûr, hein? Trudeau, non mais je vais dire, c'est quand même hallucinatoire. Et je tiens à vous dire que vraiment ces gens d'Ottawa et ce Centre national des arts d'Ottawa se déshonorent en faisant ce genre de manifestation. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 10e Grand Chelem, son 22e Grand Chelem. Il égale le chiffre record de Rafael Nadal. Il devient, sinon le premier, l'un des tout premiers tennisman, l'un des tout premiers sportifs de toute l'histoire du tennis. Mais alors je comprends pas. Vous savez qu'en 2022, il devait déjà disputer l'Open d'Australie. Et le ministre de l'Immigration, Alex Hawke, le ministre, a annulé le visa de Djokovic pour l'empêcher de jouer. Rappelez-vous, il y a un an, on savait déjà que les vaccins n'empêchaient pas la transmission. Alors voilà, un an après 2023, eh bien, victoire absolue à l'Open d'Australie de Djokovic. Alors, juste un mot pour terminer, mais je croyais moi que il fallait emmerder les non-vaccinés. Et qu'il fallait emmerder Djokovic et l'empêcher de jouer. Ah ben c'est drôle, il gagne, et il gagne combien le 22e? Alors, je ne veux pas faire une corrélation, bien sûr que pas, mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les autres non-vax qui ne sont pas sur les terrains de tennis? Je pose la question, notamment les soignants, par exemple, ou les pompiers. Tout de suite, le face-à-face du lundi 30 janvier. André Berkov reçoit Jacques Beau, ex-membre des renseignements stratégiques suisses, qui a participé à de nombreux programmes pour l'OTAN en Ukraine entre 2014 et 2017. Il a notamment écrit Poutine, le maître du jeu et Opération Z aux éditions Maximilo. Vous nous appelez au 0826 300 pour participer à l'émission. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du lundi 30 janvier avec Jacques Beau, ex-membre des renseignements stratégiques suisses, qui a participé à de nombreux programmes pour l'OTAN en Ukraine entre 2014 et 2017. Il a notamment écrit Poutine, le maître du jeu et Opération Z aux éditions Maximilo. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Bonjour, et Jacques Beau vient de faire paraître Comment vaincre le terrorisme djihadiste. Mais là, nous allons parler effectivement de cette situation qui ne fait que... Je ne sais pas si elle s'aggrave ou pas, justement on en parlera avec Jacques Beau. Cette situation Russie-Ukraine, avec les bruits de bottes d'un côté, avec les uns qui disent mais ça y est, c'est fini, la guerre est finie, la Russie a gagné, les autres disent pas du tout, si on arme comme il faut l'Ukraine, la Russie va être stoppée. Encore certains qui disent l'OTAN est prêt à s'engager. Vous avez vu ce général qui parlait de ça. Alors, Jacques Beau voudrait savoir, peut-être, on va faire une espèce d'état des lieux. Au fond, les forces en présence, on sait très bien, l'OTAN, l'Amérique, l'Europe, chacune avec ses intérêts, ou en tout cas, sa stratégie. Et en fait, l'Ukraine. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, est-ce que la situation a évolué par rapport au quand vous étiez venu nous en parler? Alors oui, bien sûr, elle a évolué. Elle a surtout évolué dans la perception que nous avons du conflit. Cette perception commence à changer. Et je pense que pour comprendre la situation d'aujourd'hui, il faut revenir à une interview qui a fait pas beaucoup de bruit dans les médias francophones, mais qui en a fait beaucoup dans les médias anglo-saxons. C'est l'interview du commandant des forces ukrainiennes dans The Economist, le magazine The Economist, en décembre de cette année. Et là, il a expliqué que... Il y a 2 mois, enfin. Il y a un mois et demi. Ouais, oui. Et là, il a dit que l'armée ukrainienne était sur les genoux, littéralement, et qu'il était peu probable que l'armée ukrainienne soit capable de mener
une vraie contre-offensive contre la Russie et qu'il lui fallait impérativement avoir 300 chars, 600 véhicules de combat et 500 pièces d'artillerie. Et une semaine après, juste avant Noël, vous vous rappelez que Volodymyr Zelensky est allé à Washington avec finalement un peu cette liste de souhaits. Cette liste de oui. Liste de Noël d'une certaine manière. Un shopping guerrier, quoi. Voilà. Et il y est allé d'ailleurs, et ça n'est pas anodin, avec un drapeau signé par des combattants de la région de Bakhmout, où il était allé juste quelques jours auparavant. Et ce qui est intéressant, et ce que tous les observateurs ont noté, c'est que Zelensky est revenu de Washington sans avoir de chars de combat. Ah oui, il n'y a pas eu d'accord. Non, oui. et même les Américains lui ont dit à ce moment-là, on ne vous fournira pas de chars de combat Abrams. Il a reçu des Patriotes, il a reçu des équipements, mais pas les chars de combat qui étaient considérés par les Ukrainiens un petit peu comme étant le noyau de ce qui était indispensable. Ouais. La colonne vertébrale. La colonne vertébrale des besoins de l'armée ukrainienne. Et simultanément, si vous avez suivi ce qui s'est passé sur le terrain en Ukraine, eh bien c'est la chute de Soledar, c'est l'encerclement de Bakhmout, c'est l'offensive russe sur Zaporozhye, sur Vuhledar, et dans tous ces secteurs, l'Ukraine est en recul. Bakhmout, ça a été, et d'autres qui ont témoigné d'ailleurs sur cette chaîne, ont témoigné des pertes considérables, qui était là-bas, oui, qui a été sur place et qui a vu l'état ou l'ampleur du désastre de cette bataille. Et là, il y a un événement aussi qui n'a pas été vraiment très bien compris dans les médias francophones, mais qui était mieux compris dans les médias anglo-saxons, c'est les démissions qu'il y a eu tout d'un coup dans le gouvernement ukrainien. On a vu ça, oui, ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde, et notamment une personnalité que j'avais déjà citée d'ailleurs, qui était Oleksiy Arestovitch, qui est le plus proche conseiller de Zelensky, qui a démissionné. Et là, je pense que les Occidentaux... On en sait plus là-dessus, Jacques Beau, les raisons, etc. Alors justement, ça a été dit, voilà. Oui, on a parlé de corruption, on a parlé de chasse à la corruption, mais en réalité, on ne fait pas une chasse à la corruption quand vous êtes en difficulté dans le terrain. C'est pas le bon moment. Il fallait le faire soit avant, soit le faire après, mais pas à ce moment. Et d'ailleurs, l'Ukraine avait déjà fait ça en août de l'année passée. Après la chute de Severodonetsk, tout d'un coup, on a eu 650 personnalités qui ont été arrêtées en Ukraine, etc. Parce qu'on a eu le même phénomène. C'est-à-dire que tout d'un coup, en Ukraine, les personnalités des institutionnels ont commencé à avoir froid aux pieds, si on peut dire. Et puis, ils ont dit, maintenant, le vent tourne et il faut se retirer. Et ça a été la raison pour ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, les Occidentaux ont tout d'un coup, parce que si on parle tout d'un coup des chars, les léopards que les Allemands voulaient pas libérer, qui voulaient tout d'abord pas donner eux-mêmes, ensuite ils ont dit on va autoriser les Polonais à le faire, les Polonais ont été d'accord de donner, puis maintenant etc. Donc on a eu tout d'un coup ce déblocage, et je pense que c'est le mouvement à l'intérieur du gouvernement ukrainien qui a poussé les Occidentaux à se dire oui, là si le front craque et si la politique craque, tout s'effondre. Et c'est pour ça que, pour redonner confiance à l'establishment ukrainien, on a dit, bon, ok, on donne les chars. Et là, c'est pour ça que tout d'un coup, vous avez tout le monde qui est venu avec... Parce qu'en fait, on avait parlé des chars depuis très longtemps. Oui, tout à fait. Mais c'est là que ça s'est débloqué, et c'est le déclencheur est certainement alors ça, oui, mais alors justement, est-ce que ça signifie quand même, encore une fois, en regardant ça froidement et sans prendre parti, est-ce que ça signifie que l'OTAN s'engage plus qu'auparavant, ou pas? Ou Alors, je n'aime pas trop dire que c'est l'OTAN qui s'engage, je préfère dire que ce sont les pays de l'OTAN qui s'engagent. Parce que l'OTAN, en tant qu'alliance, en tant qu'organisation, n'est pas réellement engagée sur ce terrain.
Il y a certes M. Stoltenberg qui fait des déclarations, mais ça, il le fait en tant que responsable, si vous voulez, d'une organisation. Mais ça ne veut pas dire que l'OTAN, en tant que structure, en revanche, il y a des pays de l'OTAN, vous avez la Pologne, vous avez l'Allemagne, etc., etc. Oui, voilà. Je comprends. Enfin, donc, ils sont tous de l'OTAN, quand même. Oui. Non, ils sont tous de l'OTAN, c'est sûr. Seulement, il faut faire attention, il y a un pas supplémentaire. L'OTAN, c'est l'article 5, c'est la menace nucléaire, c'est tout ça. Tant que ce sont des pays individuels, on est avec des pays qui n'ont pas de capacité nucléaire. Bon, vous allez me dire, la France en a, mais on sait que la France ne va pas utiliser son arme nucléaire, etc. Et donc, il faut bien faire la distinction. L'engagement de l'OTAN en tant qu'alliance serait, à mon avis, une vraie escalade. Mais pour l'instant, on a des pays de l'OTAN. Et je pense qu'il faut regarder les choses... Alors, est-ce que ces chars qui vont être livrés, je ne sais pas s'ils seront 100 ou 200, enfin, est-ce que ça peut jouer, étant donné le nombre de chars qu'a la Russie, est-ce que ça peut jouer militairement sur le conflit? Alors, vous savez, moi, j'ai commandé un bataillon de Léopard 2. Donc c'est l'équivalent d'un régiment organiquement en France, pas au niveau du nombre de chars, mais au niveau organique, c'est la même chose. Donc je sais qu'on arrive à former assez rapidement des équipages sur Léopard 2. Les chars modernes ont cet avantage qu'ils ont été conçus pour des apprentissages faciles et d'obtenir relativement facilement de bons résultats. Ça pose d'autres problèmes en matière de maintenance parce qu'il y a plus d'électronique, c'est plus sophistiqué, etc. Mais en termes de formation, on arrive à former. Et les Ukrainiens arriveront sans aucun doute à former de bons équipages de chars. Mais il y a deux problèmes. Le premier, il est fonctionnel, si vous voulez. Si vous regardez l'évolution des chars ces 30 dernières années, vous apercevez qu'il y a techniquement les chars en eux-mêmes n'ont pas beaucoup évolué. C'est grosso modo les mêmes canons, les mêmes munitions, les mêmes blindages, etc. En revanche, ce qui a changé, ce qui a évolué chez les Occidentaux notamment, enfin même chez les Russes, ça veut dire, c'est la mise en réseau de ces armes. C'est-à-dire que ils sont liés. Par les drones, notamment. Par les drones, ils sont liés à l'artillerie, ils sont liés à l'aviation. En fait, les armées occidentales ont des chars comme composantes d'un système plus vaste qu'on appelle armée. Or, quand vous amenez dans une force militaire des pièces rapportées comme un Léopard, un Challenger, un Leclerc, que sais-je, ou un AMX-10, tous ces systèmes vont travailler de manière totalement indépendante, sans avoir la synergie qui leur donne leur vraie capacité opérationnelle. On ne peut pas leur fournir très vite cette synergie. Et ça, c'est pratiquement impossible dans les délais qu'il y a. Les Russes, eux, ont ce système, ils ont tous leurs armes. Et c'est pour ça que les Russes, malgré des forces inférieures à celles des Ukrainiens, ont eu des succès. Parce que chez eux, tout est intégré. L'infanterie, les chars, l'artillerie, c'est ce qu'on appelle le complexe reconnaissance frappe, Razvedatelno Udarny Complex, c'est le RUK dans le jargon russe, qui donne qui fait de toutes ces armes un système. Et c'est là de sortir. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je ne pense pas que tous ces chars vont apporter beaucoup d'évolution. La deuxième raison est numérique. Vous voyez, quand les Ukrainiens ont été confrontés à l'intervention russe en février de l'année passée, ils avaient 1000 chars de combat ou de chars de bataille. 1000, un peu moins. Vous voulez dire les forces ukrainiennes, il y avait 1000 chars de combat. Il y avait 1000 chars de combat. Ils en ont, selon les chiffres occidentaux, ils en ont capturé et réutilisé plus de 500. Et on leur a donné l'année passée, donc je ne parle même pas de ce qui va venir, je parle de l'année passée, près de 600 chars. Donc, l'Occident. L'Occident, exactement. C'est généralement des armes qui étaient dans les stocks des anciens pays de l'Est et on les a envoyées à l'Ukraine. Donc potentiellement, l'année passée, l'Ukraine a eu plus de 2000 chars. Et malgré ça, ils ont été incapables de récupérer du terrain, etc. Parce que les Russes sont capables précisément d'intégrer les systèmes peut-être moins nombreux dans quelque chose de plus efficace. On en parle et on va continuer de parler de tout cela après une petite pause avec Jacques Beau. À tout de suite. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller Jacques Beau sur la situation en Ukraine. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et je ne suis pas le seul, hein. Le monde est en tous ses états aujourd'hui, notamment avec l'Ukraine. On en parle, on continue d'en parler, et toujours avec plaisir avec Jacques Beau, qui a été membre des renseignements stratégiques suisses, qui a participé à des programmes pour l'OTAN en Ukraine, et qui a écrit 2 livres sur le sujet, Poutine, le maître du jeu, et Opération Z, aux éditions Max Milo. En fait, Jacques Beau, on est dans une guerre d'attrition, puisque, rappelez-vous, au début, on disait tout ça va durer 3 semaines, pour ceux qui pensaient que la Russie allait rentrer comme dans du beurre, et les autres disaient, mais non, je veux dire, regardez comment les Ukrainiens résistent. En fait, c'est quoi? C'est la Corée? C'est le Vietnam? C'est quoi? Au début, les Russes voulaient pousser l'Ukraine à si vous voulez, neutraliser, quelque sorte, la menace militaire qu'elle exerçait sur le Donbass. Et ils étaient prêts à le faire par la négociation. D'ailleurs, il y a eu les propositions de Zelensky, déjà le 25 février, puis ensuite en mars. Mais après le mois de juin, les Russes ont compris que les Occidentaux feraient tout pour que cette guerre ne s'arrête pas, malgré le désir des Ukrainiens, de Zelensky. Et à partir de ce moment-là, les Russes ont compris que la guerre n'allait pas se faire par des grandes flèches sur la carte, mais allait se faire en grignotant méthodiquement, pas en grignotant d'ailleurs, le terme n'est pas juste, le terme exact utilisé par le général Sourovikine en octobre, c'est le broyage méthodique de la menace militaire ukrainienne. Et c'est ce qui se passe. Et les Russes sont partis dans cette idée. Ils ont dit le but c'est pas de gagner du terrain, mais c'est d'épuiser la capacité militaire ukrainienne. Et plus on achemine des armes, plus on pousse les Ukrainiens à envoyer des troupes, plus en fait on va dans cette idée. Les Russes ils sont prêts à discuter, ils l'ont dit, mais ils ont fait leur deuil du fait que les Occidentaux pousseraient à la discussion. Et alors, ce qui est intéressant, il y a 2 choses qui sont intéressantes. La première, c'est que j'avais déjà évoqué lors d'un de mes passages précédents que cette stratégie d'isolation de la Russie, etc., avait été décrite ou même préconisée par la Rand Corporation, donc ce think tank américain d'un côté et la Rand Corporation. La Rand Corporation avait fait une stratégie, et dans cette stratégie, ce qu'on n'a jamais voulu dire, ce que je mets dans mes livres, mais c'est que dans cette stratégie, il est aussi indiqué qu'il y a des risques à cette stratégie. Et que le risque de cette stratégie, c'était que ça renforce la Russie, que l'Ukraine perde des territoires, et qu'elle elle le disait déjà. Oui, en 2019. Et il y a quelques jours, la Rand Corporation a fait un nouveau rapport conseillant aux Américains d'entamer un processus de négociation, parce qu'ils ont dit, là, on va nulle part. Et la guerre ne conduit à rien du tout. On va seulement appauvrir et pousser les Russes à détruire l'Ukraine, parce que les Russes, effectivement, ils ont cette perception, ils disent plus on gagne du terrain, plus les Occidentaux alimentent. Donc c'est un peu comme si vous voulez vider une baignoire en allumant le robinet. Donc le truc, c'est qu'il vous faut, au fur et à mesure, détruire tout. Et c'est un peu la situation. Donc la guerre d'attrition, donc ça peut durer. Ça peut durer, etc. Mais comment ça se fait juste, Jacques Beau, que les Occidentaux, enfin ils sont pas tous quand même contre le mur ou dans le mur, comment ils ne voient pas ça? Ils n'écoutent pas la Rand Corporation, par exemple. Alors je pense que de nouveau, on a une perception assez différente dans le monde francophone que dans le monde anglo-saxon. Ça, c'est déjà la première chose. Comme j'ai dit, mes livres sont surtout basés sur la presse anglo-saxonne. En France, on a, je pense, une réflexion, enfin, il n'y a pas vraiment de réflexion pour être honnête, mais il y a surtout une posture extrêmement... émotionnelle, émotionnelle, oui, et irrationnelle même sur le sujet. Les anglo-saxons sont un peu plus rationnels quand même. Et on voit d'ailleurs Anthony Blinken dans une toute récente interview secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Au secrétaire d'État, exactement, le ministre des Affaires étrangères américain a dit que l'idée de récupérer la Crimée est probablement vaine, et que l'Ukraine n'est pas en mesure de faire ça. Alors qu'en France, on est toujours un petit peu sur ces idées, l'Ukraine gagne, la Russie perd. Non, ça n'est pas la situation. Et d'ailleurs, un sénateur américain, l'autre
ministre, hier ou avant-hier, disait il faut maintenant qu'on commence à ajuster nos politiques à la réalité du terrain. Ouais. Et donc, ça veut dire... Sauf que, pardon, je vous interromps là-dessus, un commandant de l'OTAN a dit l'OTAN doit se préparer à une guerre de haute intensité avec la Russie. Oui. Un haut commandement, enfin, je ne sais pas. Oui, j'ai vu Vous ça. avez vu ça, ouais. Alors, d'un autre côté, on pourrait citer, par exemple, des généraux allemands qui, eux, sont beaucoup plus, le général Kudjat, le général Vad, et les généraux américains, y compris le chef d'état-major des armées, le général Miley, qui eux, ont des positions beaucoup plus modérées sur la question et constatent qu'effectivement, il faut se rendre à l'évidence, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Russes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Ukrainiens, la réalité du terrain est celle-ci, c'est que les Russes consolident leur présence en Ukraine, la renforcent et même l'étendent, au détriment des troupes ukrainiennes qui sont de plus en plus, d'ailleurs maintenant les Ukrainiens font de la conscription forcée, on voit des vidéos assez troublantes, on voit aussi que ça déclenche des réactions par exemple dans les minorités, parce qu'évidemment on constate que les minorités magyares, donc de l'ouest du pays, est la minorité qui souffre le plus de la guerre, parce que c'est ceux qu'on envoie en priorité au front. Alors le gouvernement hongrois s'insurgent, etc. Donc les dirigeants européens commencent à comprendre, mais les Américains ont compris quand même un petit peu avant. À votre avis, c'est déjà... Alors, allons plus loin. Est-ce qu'à votre avis, on ne va pas faire de prédiction, mais à votre avis, vous pensez qu'une partie, en tout cas, de l'état-major, non pas de l'OTAN, mais enfin d'un certain nombre de pays occidentaux, ont compris que, par exemple, pour eux, le Donbass, c'est pertes et profits, le Donbass, en tout cas une bonne partie du Donbass, la Crimée et autres? Alors, je pense que si on parle à des militaires, c'est comme ça que ça va, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Si on parle à des politiques, le problème est un peu différent. Le problème des politiques, et c'est là qu'est, à mon avis, tout l'enjeu de ces prochaines semaines, mois, c'est que les politiques, évidemment, aujourd'hui, ne veulent pas perdre la face. Ils ont créé des problèmes quand même assez importants pour nos propres économies, alors qu'on savait, parce que, de nouveau, il était déjà écrit en 2019 tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui. Donc on avait bien prédit ce qui allait se passer sur le terrain. Avec, les avertissements, notamment mais les avertissements qu'il allait se passer, ça allait avoir des conséquences chez nous. Et ces avertissements étaient écrits. Donc, ça veut dire on s'est engagé dans ce conflit avec la Russie. Et comme l'a dit d'ailleurs Alena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, nous sommes en guerre contre la Russie. Oui. Alors elle l'a dit pour rassembler évidemment l'Europe, éviter. Nous sommes en guerre contre la Russie. Nous sommes en guerre contre la Russie. Donc est-ce que la France est en guerre contre la Russie? Alors Emmanuel Macron a dit que la France n'est pas en guerre contre la Russie. Néanmoins, Alena Baerbock n'a pas rétracté elle a expliqué le contexte, elle a expliqué pourquoi elle l'avait dit, mais elle n'a pas rétracté parce que effectivement, et d'ailleurs même Bruno Le Maire l'avait dit. C'était sur Europe 1, je crois, enfin je peux me tromper, mais il avait dit au mois de début mars, il avait dit nous allons faire s'effondrer. Donc c'était bien la Russie. Effondrer l'économie russe, on le dit tous les jours. Et on le dit tous les jours. Et puis n'oubliez pas que l'objectif c'est le changement de régime en Russie. D'ailleurs même Zelensky a dit tant qu'il n'y a pas de changement de régime à Moscou, on négocie pas de paix. Donc Jacques Beau, juste un mot, on va continuer là-dessus après une petite pause, mais pour vous, ça va durer. Alors, je pense... Dans ce qu'on peut dire aujourd'hui. Si on réfléchit, on doit voir que ça va durer. Maintenant, la question, c'est de savoir dans quelle mesure les dirigeants européens sont capables d'avoir un peu de bon sens et de se dire, bon, probablement qu'on ne peut pas avoir une guerre ad aeternum et qu'il faut probablement envisager une porte de sortie. Et alors laquelle, comment, dans quelles conditions, tout ça sont certainement des choses qui seront discutées. Mais je pense qu'aujourd'hui, particulièrement en Europe, parce qu'aux États-Unis, je pense qu'ils ont commencé à comprendre qu'il fallait prendre cette voie. En Europe, on est encore... En Europe, je pense qu'on est encore dans le doctrinaire, dogmatisme, etc. On continue d'en parler, de cette... de ce qui se passe, de cette séquence qui nous concerne tous avec Jacques Beau et Lucien. On se retrouve... Vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler pour interpeller Jacques Beau sur ce sujet qui vous touche. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les
Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Justement, dans tous les états, mais avec Jacques Beau, on en parle. Et je voudrais, Jacques Beau, qu'on aborde quelque chose qui sont les conséquences, je dirais les cercles concentristes de ce gigantesque pavé dans la mare mondiale. Mais au dehors, donc, on quitte la Russie et l'Ukraine, mais qu'est-ce que ça entraînait comme onde de choc au niveau, effectivement, des économies, au niveau des pays émergents? Il y a quand même quelque chose qui se passe là, qu'on voit venir. On dit, ça ne date pas mais que la guerre Russie-Ukraine a accéléré. Tout à fait. La guerre a fait un révélateur, en quelque sorte. Et je rappelle la question que j'ai posée quand j'ai parlé de la première fois du premier Ukrainien ici, dans cette même émission. C'est qu'est-ce qui fait que ce conflit est plus condamnable que les autres que nous avons fait avant? Et cette question-là, pour nous, elle est anodine. Mais à l'extérieur de l'Europe, elle est centrale, parce que les gens ont compris qu'il y avait les problèmes européens, les problèmes de l'Ukraine, ça c'était des trucs privilégiés, puis eux, on pouvait massacrer les gens sans que ça dérange personne. C'est vrai, regarde, Arabie Saoudite et Yémen, par exemple. Par exemple, enfin, il y a l'Irak, il y a l'Afghanistan, enfin, il y a 20 000 exemples. Et alors, je pense que ça a une influence sur la manière dont aujourd'hui... Enfin, de nouveau, c'est un révélateur, parce que sans doute c'était déjà présent avant, mais ça révèle aux gens la manière dont ils nous perçoivent. Et aujourd'hui, et c'est pas pour rien qu'on voit ce renforcement des BRICS, une sorte des forces qui poussent les pays, y compris les pays africains, les pays asiatiques évidemment, mais vers le bloc eurasiatique. L'attrait de la Chine, les gens comprennent qu'aujourd'hui, il y a des partenaires peut-être plus fiables. Alors, on ne parle pas ici de modèle politique et de choses comme ça. Les gens parlent en termes de fiabilité, de gens qui les respectent peut-être davantage. Le centre du monde devient l'Eurasie. L'Eurasie. Exactement. Ça, c'est un élément déterminant. Et puis, ça se greffe sur un autre problème qu'on avait aussi parlé dans une émission précédente. C'est évidemment le problème, je veux dire, presque sociétal ou civilisationnel. Le monde, j'allais dire, européen est lui-même d'ailleurs divisé sur ces questions sociétales, la perception de la notion de famille, etc. Tout ça vient... La notion de genre, etc. Exactement. C'est d'ailleurs une problématique qu'on associe chez nous, évidemment, à Poutine, etc. Mais si on réfléchit bien, ça concerne aussi les Polonais, ça concerne les Ukrainiens, ça concerne tous les pays de l'Est. Les Hongrois même, enfin. Tout à fait. Mais ça concerne aussi très largement ce qu'on appelle le reste du monde, qui n'est pas une jungle d'ailleurs, comme le disait Joseph Borrell, mais qui sont des gens qui réfléchissent, qui ont une réflexion sur leur propre société et qui pensent que le modèle occidental n'est peut-être pas, en tout cas pour l'instant, le modèle souhaitable pour eux. Et ça contribue à cet éloignement qu'on a de ces pays. Mais est-ce que c'est pas le Russie-Ukraine qui a amené justement à ce que ça aille le sociétal, mais au-delà du sociétal, à l'économique? C'est quand même la première fois qu'on parle de dédollarisation du monde. On n'en a pas tellement parlé. Il y a eu, mais enfin là... On n'en a pas parlé, mais c'est la première fois que les gens ont le courage de le faire. Parce qu'en réalité, Kadhafi avait voulu le faire en imposant le dinar d'or pour l'Afrique. Saddam Hussein avait voulu le faire. L'Iran a voulu le faire, etc. Donc l'idée n'est pas nouvelle. Mais aujourd'hui, les gens ont peut-être plus de courage pour se dire, finalement, l'Occident est faible, c'est le moment de le faire. Peut-être ça, le grand changement. Peut-être. En tout cas, il l'annonce. C'est-à-dire, quand la Chine vend quand l'Arabie Saoudite vend du pétrole à la Chine en yuan, etc., etc., etc. Mais est-ce que pour vous, c'est quelque chose, un processus inéluctable ou c'est pas encore joué du tout à l'heure où on parle? Rien n'est inéluctable dans ce bas monde, mais je peux m'imaginer, en tout cas, il y a une ferme volonté de s'écarter des Occidentaux. Je pense qu'un effet des sanctions qu'on a mal perçu chez nous, c'est que ça introduit une crise de confiance parce que quand vous gelez les avoirs d'un pays, etc., les pays africains ou du Moyen-Orient qui ont leurs avoirs chez nous, ils disent, oh mais attention, si on fait ça à la Russie, qui est une puissance nucléaire, on pourra le faire à nous demain. Bien sûr. Et plus facilement. Alors que les Russes ne feront pas ça et les Chinois ne feront pas ça. Et donc, il y a effectivement comment dire, nous on ne perçoit pas ça parce qu'on se voit un petit peu comme le centre du monde. Mais eux voient très bien ça. Et ça
contribue à cet éloignement de ce qu'on appelle le reste du monde de nos pays. Vraiment, les plaques tectoniques bougent. Oui, tout à fait. C'est tout à fait passionnant. C'est le moment peut-être d'accueillir les auditeurs qui ont des avec questions à poser plaisir. à Vous Jacques avez la Beau. parole sur Sud Radio au 0826 300 300. On attend vos témoignages. Et on accueille tout de suite Julien de Marseille. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour Monsieur Bercoff, bonjour Monsieur Beau, très content de vous entendre encore une fois sur Sud Radio. Je pense que vous êtes une des rares paroles à parler de façon non émotionnelle et très pragmatique du conflit, ce qui devient rare dans les médias français parce que je pense qu'on est trop dans l'émotionnel et que ça nous guide dans la mauvaise direction. Tout à exact. Fait. Alors Julien, qu'est-ce que vous vouliez? On vous écoute. Ben, moi, alors, à partir de quand M. Beau pense que vraiment on va dire que les Européens, parce qu'apparemment les Américains commencent à prendre conscience de l'état du conflit et de l'incapacité de l'Ukraine à remporter la victoire totale, à partir de quel moment vous pensez que les Européens prendront conscience de ça, ou s'ils en ont pris conscience, à quel moment ils vont s'avouer vaincus dans leur idéologie d'écraser la Russie, de vouloir démanteler la Russie? Alors, c'est une excellente question parce que j'ai travaillé dans l'OTAN, comme vous le savez, et dans l'OTAN, vous avez deux groupes. Il y a ce que Donald Rumsfeld appelait la vieille Europe, qui sont composés des vieux pays européens, la France, l'Allemagne, l'Italie, etc., qui généralement ont une posture plus équilibrée, plus modérée, en général. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils le font maintenant, mais en général. Et puis vous avez l'Europe de l'Est, que Rumsfeld appelait la Nouvelle Europe, qui, elle, est farouchement anti-russe. Et je pense qu'actuellement, et c'est valable aussi bien pour l'Union européenne que l'OTAN, on a une sorte de combat entre ces deux tendances. Et l'Union européenne, elle, s'est rangée du côté de la Nouvelle Europe. On a l'Allemagne avec sa ministre des Affaires étrangères, Alina Baerbock, qui est plutôt du côté de cette Nouvelle Europe. Mais on a Olaf Scholz, mais alors il est très faible, c'est pas une personnalité très marquante. Néanmoins, lui serait plutôt du côté de la vieille Europe. Et donc on a ce combat entre les deux. Toute la question, c'est de savoir comment terminer ce conflit sans trop perdre la face. Oui. Ça va être finalement de part et d'autre. Exactement, ça va être le problème. Lucien. Je vous remercie. Merci beaucoup Julien. Et on va à Lyon, on retrouve Serge. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour Monsieur Bercoff, bonjour Monsieur Beau. Je vous appelle pour une question. Vous semblez un peu optimiste, Monsieur Beau, sur la fin du conflit, sans perdre la face. Moi, je me demande si on n'est pas déjà en Troisième Guerre mondiale. Et dans cette Troisième Guerre mondiale, si on croit que ce sera l'OTAN juste contre la Russie, et on ne comprend pas que ça pourrait être l'OTAN contre le monde entier. Parce que, comme vous avez dit, il y a les peuples à l'extérieur de l'Europe qui maintenant ont le courage, qui ont compris qu'on se fiche d'eux par rapport aux problèmes de l'Europe. Et je vois qu'il y a un sentiment, que ce soit chez les leaders mondiaux à l'extérieur de l'Europe ou chez les peuples du monde, qu'on aimerait bien que Poutine gagne, surtout dans le fait que Poutine propose un monde multipolaire avec le respect des civilisations. Poutine surtout propose un monde sans wokisme. Et j'avoue que moi-même étant chrétien d'Orient, il me semble que c'est beaucoup plus attractif pour tout le monde de voir le wokisme en défaite. Oui. Et du coup, je prévois que l'OTAN n'a pas bien calculé le fait qu'il est maintenant en guerre contre le monde tout entier. Alors c'est intéressant la question, oui, Serge. C'est une question très très intéressante. Ouais. Et je pense qu'à bien des égards, vous avez raison. Je n'aime pas trop utiliser le terme de guerre mondiale, ou alors il faudrait définir quelle forme elle prend. J'ai le sentiment que la guerre physique, matérielle, meurtrière qu'on a actuellement en Ukraine va à terme cesser. Mais l'idée qu'il y ait une guerre plus civilisationnelle, plus sociétale... Une guerre mondiale froide. Une guerre mondiale froide, exactement. Une guerre froide. D'ailleurs, en réalité, ce que vous dites, c'était ce qu'avait constaté, parce que c'est un constat et non pas un programme, c'est pas une stratégie, c'est un constat, qu'avait fait Samuel Huntington en parlant du choc des civilisations. Et si on lit le texte, moi je l'ai lu en anglais, pas en français, mais si on lit le texte en anglais, on voit qu'il constate
cette division-là. Alors, on ne parlait pas encore de wokisme à l'époque. Néanmoins, la réflexion que vous faites me semble que nous n'y sommes pas sensibles en Europe parce que nous pensons avoir la vérité et la science infuse. Mais dans le reste du monde, c'est de vraies questions parce que pour eux, c'est l'évolution de leur société qui est en cours. J'avais il y avait des commentateurs il y a quelques années qui parlaient, quand ils parlaient des masses médias ou des médias d'information, ils disaient c'est des forces, des armes de destruction massive en quelque sorte, parce que ça touche l'intérieur des sociétés et ça provoque des bouleversements à l'intérieur des sociétés. Mais Jacques Beau, pour reprendre ce que dit Serge, est-ce que c'est envisageable? On ne fait pas de politique fiction ou de militaire fiction, mais est-ce que quand il dit, c'est intéressant en tout cas, mais on peut être d'accord ou lui avec, non, quand il dit l'OTAN contre le monde entier, ça veut dire un peu, effectivement, il dit l'Occident. Enfin, est-ce que c'est vers ça qu'on peut aller, C'est pour ça que je disais, il faut définir ce qu'on entend par guerre, parce que c'est pour ça que vous avez très bien rappelé que ça peut être une guerre froide. L'OTAN, n'est-ce pas, l'OTAN a été créée pour offrir aux pays européens la protection nucléaire américaine. C'est une puissance contre la Russie à l'époque. Contre la Russie, contre l'URSS. C'est une capacité nucléaire. Ouais. Elle essaye de se donner d'autres tâches, mais elle n'est pas capable de faire ça, on l'a vu en Afghanistan. Donc, l'OTAN, on va peut-être, comme j'ai dit, elle n'est pas vraiment impliquée en tant que structure, en tant qu'organisation dans le conflit, et on va peut-être garder ça comme ça pour l'instant, j'espère. D'accord. Par contre, les idées qui sont derrière et les motivations politiques, dogmatiques, idéologiques, sociétales qui sont derrière, tout ça va sans doute rester. Et la remarque que fait notre interlocuteur est parfaitement pertinente. Cette guerre va laisser des traces, certainement, sous l'angle sociétal. Et la confiance des pays, on le voit d'ailleurs déjà. Le Burkina Faso vient de dire d'ailleurs aux Français de partir. On est en plein milieu de la guerre ukrainienne. Donc ça veut dire qu'on n'a en tout cas pas rassuré les Burkinabés, n'est-ce pas? Il y a une espèce de crise de confiance qui s'installe et qui peut aller assez loin. Tout à fait. C'est bien ça. Lucien, peut-être une autre question. Merci Serge. On va tourner une rapide page de pub et en retour de pub, on retrouvera Christophe d'Aix-en-Provence et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller Jacques Beau sur la situation ukrainienne. A tout de suite sur Sud Radio. Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio. Vous avez la parole au 0826 300 300 et on accueille Christophe d'Aix-en-Provence. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour à Lucien. Bonjour à André, bonjour à Monsieur Beau, mais au préalable, je voudrais dire bonjour à mon compatriote de Marseille, Julien, et saluer la pertinence de vue de Serge Le Lyonnais, parce que moi, ça m'a interpellé ce qu'il a pu nous avancer. Monsieur Beau, j'ai une question pour vous, et Monsieur Berkov, j'ai une question pour vous. Allez-y. Alors, c'est deux domaines, hein. La retraite pour vous, pas votre retraite, la retraite. Hein, pour le moment, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça viendra. Non, mais tant mieux pour vous. Bon, bref. Et pour Monsieur Beau, Monsieur Beau, le 26 août 1756, le roi de Prusse, Frédéric II, prend les choses en main, il agresse l'Empire austro-hongrois et il prend la Silésie. Et je trouve que notre situation politique et militaire ressemble beaucoup alors, l'histoire ne repasse jamais toujours les mêmes plats, ou plus exactement, les sauces sont différentes. Mais il y a des grands principes. Et pour rebondir sur ce que disait Serge, oui, je pense que nous sommes dans la 4e guerre mondiale, qui est celle de maintenant. La première, c'était la guerre de 7 ans. Le roi très chrétien Louis XV, eh bien, il s'est occupé de choses qui ne le regardaient pas. Et il a perdu l'Inde et le Québec. Eh ben, nous allons
Si on ne redresse pas la barre, nous allons avoir de très graves difficultés dans notre sphère d'influence, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone. Voilà. Mais je laisse la parole à M. Beau. Jacques Beau. Alors, écoutez, d'abord, je pense qu'il est important de rappeler que lorsque la Russie est intervenue en Ukraine, c'était pas pour prendre du territoire, même si maintenant ils ont Donbass quand même, non? Le Donbass. Non, même pas. C'est pas pour le prendre puisqu'ils étaient indépendants. Ils avaient déclaré leur indépendance. C'est pas pour le prendre. C'était pour protéger, et c'est un principe des Nations Unies qu'on oublie toujours, qui est la responsabilité de protéger. Que d'ailleurs les Occidentaux auraient pu invoquer pour intervenir en Ukraine, qu'ils n'ont pas fait. Mais la Russie l'a fait pour protéger les populations du Donbass. Il ne faut pas oublier que c'est des populations qui ont été bombardées pendant 8 ans, entre 2014 jusqu'en 2022. On oublie toujours ces victimes. Et les Russes, eux, n'ont pas oublié ces victimes. Et c'est pour faire cesser ça qu'au début de cette année, alors que les bombardements s'intensifiaient, qu'ils ont décidé d'intervenir à la demande des populations du Donbass. Mais ça n'était pas à l'origine. Et si le 25 février, c'est-à-dire le lendemain du début de l'offensive, si les Européens n'avaient pas interdit à Zelensky de son initiative, eh bien, probablement que la guerre se serait figée à ce moment-là. On aurait eu une négociation, tout le monde aurait pu mettre ses cartes sur la table, on aurait pu remettre en vigueur, parce que la finalité d'une certaine manière de l'intervention russe, c'est l'imposition par la force des accords de Minsk. Et donc, oui, mais ça c'est si, et malheureusement ça n'a pas eu lieu, Jacques Beau. Mais ce que dit Christophe, c'est que, est-ce qu'on va, comme disait Der Serge, est-ce qu'il y a quand même quelque part, appelons-le guerre civile froide ou 4e guerre mondiale, peu importe, le problème c'est que, est-ce qu'on va être on est dans un engrenage, parce que c'est vrai que ça aurait pu s'arrêter, mais est-ce qu'on est dans un engrenage ou pas? Il est là le problème. Non, tout à fait. J'ai bien compris ça, et j'ai bien compris la question aussi, qui est parfaitement pertinente. Mais si on comprend cette mécanique initiale, on se dit on peut reprendre peut-être cette mécanique à un certain moment. Et que si on donne des garanties pour ces populations du Donbass, qui maintenant sont devenues un peu... Ça s'est étendu, bien sûr, mais les Russes ne vont certainement pas céder sur la protection de ces populations. Et ça va être un élément central. C'est pour ça qu'on parle de la neutralisation de l'Ukraine, d'une certaine manière. Et c'était ce qu'en mars, Zelensky a proposé, et que les Russes étaient prêts à accepter. Donc, il faut comprendre cette mécanique pour se dire, il y a une fin possible, il y a des éléments de dialogue possibles, et donc on n'est pas nécessairement dans quelque chose qui est une boucle sans fin. On a des éléments, il suffit pour nous d'accepter ces éléments, de revenir à ces fondamentaux, et puis probablement on a des éléments de construction. Ce qui est terrifiant, c'est que l'Europe ne se pose jusqu'ici en aucun cas en médiatrice ou en négociatrice. Ça, c'est un élément assez incroyable, parce que j'ai toujours pensé qu'une organisation supranationale ou multinationale ou multilatérale ne devait pas s'impliquer dans les conflits de ses membres, en quelque sorte. Que des pays de l'Union européenne ou d'autres soient en conflit avec d'autres, c'est très bien, quoi que l'Ukraine n'appartient ni à l'un ni à l'autre d'ailleurs. Mais bref, admettons. C'est ok qu'il soit dans le conflit, mais justement c'est le rôle d'une organisation multinationale d'avoir la hauteur nécessaire pour venir jouer l'arbitre et puis médier entre les pacifier tout Exactement. Ça, absolument. Lucien, peut-être on peut prendre un dernier auditeur. Oui, merci beaucoup Christophe, et on a le temps d'accueillir Mohamed de Perpignan. Bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour à vous, à votre invité et aux auditeurs. Voilà, ma question c'est un petit peu, il y en a deux ou trois. Ma question c'est, on nous dit qu'on est livre de chars Leclerc qui sont difficilement maniables, ils ont des problèmes électroniques et autres. On nous dit qu'on n'a pas on n'intervient pas humainement dans cette guerre. Moi, je pense que oui, comment on fait pour dépanner ces engins. Un avion, on peut le faire entrer, s'il y a un problème technique, dans un hangar en Pologne, et le lendemain, il traverse l'Ukraine. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un char si on n'a pas des techniciens sur place? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, demain, la guerre se termine. Qui c'est qui va vendre ces armements? Les États-Unis, l'Allemagne ou nous? Et
Une dernière question. De la guerre finie, on est franchement, on sort les crocs contre la Russie. On voit la Russie, comment elle se comporte envers nous en Afrique. Nos relations diplomatiques et commerciales, comment vont fonctionner? Beaucoup de questions, Mohamed, mais Jacques Beau va peut-être répondre aux deux premières. Beaucoup de questions. Oui, alors effectivement, concernant évidemment la problématique des chars et des avions, c'est la problématique notamment de l'entretien de ces chars. Et on parle naturellement du terme de co-belligérance qui a été évoqué à plusieurs reprises. Alors fournir des armes à quelqu'un, ça n'est pas vraiment de la co-belligérance, mais dès qu'on entre dans sa chaîne logistique, oui, là, comme ça devient disait un autre Mohamed, problème. il y a des gens pour entretenir. Voilà, et les gens qui entretiennent, eh bien, ils sont partie prenante. Quand on donne une arme, si vous donnez une arme à un pays d'Asie, etc., et puis qu'il entre en guerre, il entre en guerre avec vos armes. Ça ne veut pas dire que vous êtes partie prenante. Mais dès que vous êtes avec lui pour entretenir l'arme, pour la remettre sur pied, puis pour mettre la munition dedans, il y a un vrai problème qui se pose. Et je pense que quand on va donner des chars, par exemple les chars Léopard, que je connais bien, c'est des chars d'une technicité énorme et il faut vraiment des experts pour le faire. Pour conduire, c'est assez facile en réalité, mais pour entretenir, vous ne pouvez pas simplement le faire avec un mécanicien. Donc la co-belligérance, elle est là, qu'on le veuille ou pas. Elle est en tout cas très fortement implicite. Et oui, et juste, Jacques Beau, pour répondre à la question, effectivement, au fond, quand on va en sortir, on l'a dit déjà un peu plus tôt, c'est vrai que le monde, en tout cas, ne sera plus exactement le même, quelle que soit l'issue du conflit. Alors, quelle que soit l'issue du conflit, il ne sera plus exactement le même. D'abord, vous avez évoqué la question des armes et où iront ces armes et qu'est-ce qui va se passer avec ces armes. Il y a deux choses qui vont se passer. La première, c'est que les pays qui ont fourni des armes à l'Ukraine, eh bien, les Américains vont venir les leur remplacer. Donc déjà, on ouvre grande ouverte les portes du marché aux armes américaines, parce que c'est ce qu'ils ont promis. Pour le plus grand plaisir des fabricants. Pour le plus grand plaisir des fabricants d'armes, au détriment d'ailleurs des fabricants d'armes européens, parce que les Américains ont incité, j'avais dit tout à l'heure que l'année passée, les Ukrainiens ont reçu près de 600 chars des vieux modèles des stocks est-européens. C'est les Américains qui ont dit aux pays européens, ils ont dit, écoutez, vous donnez vos vieux stocks et nous, on vous apporte des nouvelles armes. Résultat des courses, tout le bénéfice se trouve aux fabricants d'armes américains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment que toutes ces armes qui sont arrivées sur le champ de bataille, on sait qu'il y en a, et quand je dis toutes celles qui sont sur le champ de bataille, je devrais dire différemment, je devrais dire toutes celles qu'on a envoyées en Ukraine, parce qu'en réalité, il y en a très peu qui arrivent sur le champ de bataille, et il y en a beaucoup qui arrivent. On a déjà trouvé des armes ukrainiennes en Syrie, en Albanie et en Finlande. Donc ça veut dire que ça, c'est la corruption. Il y a un vrai problème. Un vrai problème. Merci Jacques Beau. Je crois que vraiment, on va reparler de tout cela et on vous attend toujours. Oui, merci chers auditeurs. C'était le face-à-face du lundi 30 janvier avec Jacques Beau, qui a notamment écrit le Poutine, le maître du jeu, Opération Z et vaincre le terrorisme djihadiste aux éditions Max Milo. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.